Bonjour et bienvenue dans la pause décoloniale, votre émission podcast dans laquelle les femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie parlent de décolonisation, de féminisme et conversent avec des militantes, chercheuses, femmes engagées d'ici, du Pacifique et d'ailleurs. Être humain, face à 2 siècles d'histoire coloniale où nous étions sans être, où nous n'étions pas. Nous avons toujours su que nous étions. Nous avons toujours su qui nous étions. Nous savons qui nous sommes, ce pourquoi nous luttons. Dans ma langue, un boro est l'être humain dans tout ce qu'il est. Sydney, 20 juillet 1997. Être, poème de Dewe Gorodé. Une lecture d'un poème de Dewe Gorodé écrit à Sydney le 20 juillet 1997 pour introduire cette nouvelle édition de la pause décoloniale, car nous sommes toujours en période du Salon international du livre océanien, dont le thème de cette année est Femmes et paroles, en hommage à Dewe Gorodé. En parlant de littérature océanienne, aujourd'hui, nous vous proposons la première partie d'une interview de Manouya Heinrich, interrogée par Anaïs Douong-Pedika. Je vous laisse écouter cette première partie de l'interview. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Bonjour Manouya, merci d'avoir accepté de nous accorder une interview. C'est un honneur de te recevoir sur la pause décoloniale. Donc, tu es une autrice Maui de romans jeunesse. Pendant 7 ans, tu as été une enseignante certifiée en Nouvelle-Calédonie. Tu es aussi une chercheuse spécialisée en littérature océanienne. Tu as notamment étudié à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, puis tu as obtenu un doctorat en Pacific Studies, donc études du Pacifique, de la Te Ranga Waka, Victoria University of Wellington, à Aotearoa, Nouvelle-Zélande. Tes recherches portaient sur le multilingualisme et la construction identitaire dans les livres de l'autrice tahitienne Célestine Hichira Vaite, qui a écrit la série de livres L'Arbre à pain, Frangipanier et Tiare, traduits et publiés en français par les éditions Au Vent des Îles. Tu habites actuellement en Nouvelle-Zélande et récemment tu as créé le site internet Pacific Islanders in Publishing, qui veut dire Iliennes du Pacifique dans l'édition, avec 2 autres autrices, Keala Kendall et Kealani Netane, sont respectivement hawaïennes et hawaïennes samoanes. Vous expliquez que vous avez créé ce site pour, je cite, amplifier les cultures et peuples à travers la Mélanésie, Micronésie et Polynésie dans le domaine de l'édition. Fin de citation. Notre entretien aujourd'hui se présentera en 2 parties. En première partie, nous parlerons de ton parcours et de tes recherches. Et la deuxième partie, que les auditrices et auditeurs pourront écouter d'ici 2 semaines sur Jido, portera sur le site internet Pacific Islanders in Publishing. Merci Manouya. Merci pour cette invitation. Alors, ma première question, ça sera sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un doctorat sur la littérature océanienne après avoir été enseignante? Et pourquoi l'avoir fait en Nouvelle-Zélande? Alors, mon parcours, j'ai fait une licence d'anglais et puis un master en sciences de l'éducation, donc en Nouvelle-Calédonie, pour devenir enseignante. Donc, mon master m'a permis de me présenter au CAPES externe d'anglais que j'ai obtenu. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai enseigné pendant 7 ans, essentiellement en lycée, en classe littéraire et en BTS. Et j'aimais vraiment beaucoup mon métier, mais j'avais quand même envie d'aller plus loin. J'avais vraiment l'amour de la littérature et des langues, envie de savoir, d'en savoir plus. Donc, en parallèle de mon travail, j'ai fait un 2e master en linguistique, et lettres, littérature du Pacifique pendant que j'enseignais. Ensuite, au bout de quelques années, j'ai eu encore envie d'aller plus loin. Enfin, je me suis lancée comme défi,
de faire quelque chose qui me plaisait. Il y a eu un événement dans ma vie qui m'a poussé à me dire c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai choisi la Nouvelle-Zélande parce que j'ai trouvé les directrices de thèse qui me convenaient pour mon projet. J'avais envie de mettre l'accent sur la littérature du Pacifique plurilingue et aussi sur les livres de Célestine Vaïté que j'avais découvert à l'université et qui me plaisaient énormément pour des raisons personnelles parce que je suis polynésienne. Voilà, donc c'est ce qui m'a vraiment emmenée là où je suis aujourd'hui. Oui, merci. Et on va revenir sur ta découverte de la littérature de Célestine Vaïté un peu plus tard dans l'entretien. Donc, tu as obtenu ton doctorat que tu as intitulé, et du coup, c'est une traduction du titre en anglais, donc je m'excuse si elle est pas très bonne. Donc, c'est l'écriture multilingue de l'autrice tahitienne Célestine Nituila Vaïté, un Tifaïfaï littéraire de l'envers. Donc, tu l'as obtenu l'année dernière. Est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement les livres de Célestine Vaïté, ainsi que l'histoire et les personnages? Oui, bien sûr. Déjà, bravo pour la traduction. Je t'avoue que j'ai dû la traduire pour un article académique que j'ai écrit il y a pas longtemps et même moi j'avais du mal. Donc, les livres de Célestine, c'est les premiers ouvrages qui ont été écrits par une Tahitienne et qui ont été publiés en anglais. Ils ont été publiés, donc il y a 3 livres dans la série. Ils ont été publiés respectivement en 2000, 2004 et 2006. En anglais, les titres originaux, c'est Red Fruit, Frangipani and Cherry in Bloom. Et la traduction française a été faite à partir de 2006 et 2006 il me semble et publiée par la maison d'édition à Tahiti au vin des îles. Ce sont des best-sellers internationaux et si vous les avez pas lus, je vous invite à les découvrir. Ils ont été publiés dans 17 pays et ils sont vraiment très très drôles. Moi j'aime beaucoup. Ils racontent l'histoire de Materena et sa famille. Materena, c'est une jeune Tahitienne qui vit à Fa'a avec son conjoint Pito. Pito, c'est drôle parce qu'en tahitien ça veut dire nombril et c'est un peu le type de personnage qu'il est. Il est très axé sur lui-même. Et donc, dans le premier livre, il lui fait une demande en mariage, mais il a un peu bu, donc Materena, elle va pas le prendre au sérieux. Mais cette idée de mariage, elle va germer dans son esprit et au fur et à mesure, voilà, elle va s'en suivre plein de petites aventures très comiques avec ses proches, avec ses amis qui vont l'amener à... Attention, c'est un spoiler, mais ça va l'amener à devenir l'épouse de Pito et voilà, à porter le même nom que ses enfants. Les livres de Célestine, ils sont connus pour être des romans féministes, mais c'est pas que ça. Ils ont des thèmes universels qui sont abordés, la parentalité, l'adoption traditionnelle en Polynésie, qui a beaucoup de ressemblances avec celle qui existe en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs, mais aussi le colonialisme, le racisme, etc. Donc, en fait, c'est des romans que cette autrice tahitienne a écrit en anglais avec un langage qui paraît très simpliste au premier abord et qui en fait est très complexe. Merci pour ta réponse. Pourquoi Célestine Vaïté a écrit en anglais plutôt c'est une bonne question. Je lui ai posé dans les premières secondes pendant notre entretien et elle n'a pas vraiment de réponse. Ce qu'il y a, c'est que Célestine a été vivre en Australie quand elle a eu 22 ans. Elle s'est mariée avec un Australien, donc elle est allée vivre en Australie avec lui. Elle a eu ses enfants là-bas. Je pense que c'est venu tout naturellement. Elle vivait dans un pays anglais, donc elle n'avait pas de réponse franche, pardon. Donc ça restera un mystère. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est super intéressant parce que moi, je me souviens d'avoir lu pour la première fois ces livres et j'ai eu tout de suite ce sentiment de lire quelque chose du Pacifique. Je pense que c'est le premier livre océanien que j'ai lu. Notamment parce que tu soulignes que ça a l'air d'être une écriture en fait très simpliste et j'étais étonnée que ce soit en anglais en fait pour la première fois. Mais c'est super que du coup, ça ait été repris par Au vin des îles et que ça ait été traduit en français parce que c'est tellement important que... C'est vrai que l'accès à ces livres pour les Polynésiens, ne serait-ce que c'est passé par la traduction, effectivement, le plus souvent. Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais découvert les livres de Célestine Vaïté à l'université pour la première fois. J'aurais voulu savoir en quoi les livres ou la trilogie, en quoi ils t'ont influencé personnellement et professionnellement, puisque finalement, tu les découvres à l'université et puis tu décides de faire une thèse de doctorat dessus. J'étais donc en première année d'université. Quand je les ai découverts, je les ai
lu en anglais et comme toi tout à l'heure, comme tu l'as dit, j'ai tout de suite senti que j'étais à la maison en fait. La façon de parler des personnages, le langage était vraiment familier. Je me suis dit tout de suite, mais ça c'est nous en fait. On parle comme ça, ma mère parle comme ça. Donc c'était tellement rafraîchissant, c'était tellement agréable de pouvoir me voir et voir les gens, voilà, de mes proches dans un livre, dans une œuvre de fiction. C'était la première fois. C'était vraiment une révélation parce que ça m'était jamais arrivé avant. Et d'ailleurs, ça m'est pas beaucoup souvent arrivé après non plus. Mais disons que découvrir ces livres à l'âge de 18 ans, alors que j'étais en première année d'université, je me suis dit, mais c'est tard. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et en plus, j'étais prof et j'avais des élèves devant moi qui avaient 17-18 ans aussi, à qui on présentait, voilà, des romans américains, britanniques, très bien. Tout ça, c'est génial. Simplement, on n'avait pas autant l'opportunité de leur présenter des romans du Pacifique, alors qu'ils sont dans le Pacifique. C'était assez aberrant. Donc moi, j'ai essayé d'en apporter beaucoup. Bon, après, il a fallu aussi que je respecte le programme d'enseignement. Mais voilà, ça m'a influencée parce que je me suis dit, ben voilà, c'est nous, on se voit là-dedans. Ça n'existait pas autrement dans les romans que je lisais. Et je voulais plus de romans comme ça. Donc ça a vraiment été une révélation à ce moment-là. Oui, c'était une vraie révélation. Je me suis dit, et même c'était l'année aussi où j'ai découvert les romans et la poésie de Dewey Gorodé à l'université. Et encore une fois, je me suis dit, j'ai fait plein de littérature au lycée. J'ai jamais eu des romans des œuvres kanak avant. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Et je pense que c'est un sentiment que beaucoup de personnes de notre génération et même des générations avant et après partagent. Ce sentiment, tu disais tout à l'heure, 18 ans, c'est trop tard d'arriver. 18 ans, c'était tard, oui. Ouais. Pour se découvrir dans la littérature et se dire qu'on a une place voilà, dans ce monde aussi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes recherches? Qu'est-ce que tu as cherché à explorer dans ta thèse et en quoi les études du Pacifique, donc Pacific Studies en anglais, ça t'a permis de le faire plutôt qu'un champ de recherche un peu plus, disons, traditionnel ou dominant comme les études littéraires, de manière générale, auraient pu t'aider à le faire? Oui, merci pour ta question. Ma thèse, elle s'intéressait, comme je l'ai dit avant, à la littérature plurilingue du Pacifique de manière globale. Ça reprenait un peu mon projet de master puisque j'avais travaillé sur la littérature plurilingue kanak. Et là, mon cas d'étude, c'était les 3 œuvres de Célestine Maïté. Donc, j'ai changé d'endroit dans le Pacifique, tout simplement. Ce qui m'a poussée à explorer ce thème, c'était vraiment le désir de comprendre comment Célestine avait réussi à travers son tissage des langues, à recréer un univers qui m'était personnellement familier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai ouvert ces livres et que j'ai commencé à lire, je me suis dit waouh, c'est nous, on parle comme ça, on est à la maison là. Alors qu'en fait, en plus, elle avait écrit en anglais. Donc c'était quand même un sacré tour de force. Je suis d'origine polynésienne, les expressions que je trouvais dans ces livres, je les connaissais bien. J'étais ce que j'appelle moi dans ma thèse, en tout cas, la lectrice idéale, parce que je pouvais voir les différentes strates ou couches qui existent dans son écriture entre les langues, la symbiose en fait qu'elle a réussi à faire au niveau de la linguistique. Voilà, qui est assez impressionnant une fois qu'on se penche quand on s'intéresse aux détails. Mais donc voilà, c'était vraiment arriver à comprendre comment une autrice tahitienne avait réussi à transcrire en fait toute une culture, toute une identité polynésienne dans une langue qui n'est pas une langue de Polynésie. Et c'est tout un travail. Bon, je vais pas vous refaire toute ma thèse maintenant, ça prendrait des jours, mais c'est vraiment tout un travail sur les langues qui ont fini par créer cet effet-là, de donner l'impression au lecteur qu'il se trouve en Polynésie, alors que c'est un roman écrit en anglais et que voilà, on pourrait s'attendre à toute autre chose. Ensuite, pour ton autre question de Pacific Studies, donc Pacific Studies, c'est une nouvelle école dans le sens voilà universitaire. Elle a la particularité, on va dire, d'être interdisciplinaire, pluridisciplinaire si on veut. Et surtout, elle a un ancrage dans le Pacifique. Ma thèse, elle n'était pas que sur la littérature, même si le case study, le cas d'étude, c'était donc ces 3 romans de Célestine. Mon projet de thèse, il chevauchait plusieurs champs disciplinaires comme la traduction par exemple, ou l'autotraduction, la linguistique, les études autochtones,
et bien sûr la littérature. Mais du coup, le Pacific Studies m'a vraiment permis de faire les liens entre les différents courants de pensée et de champs d'études qui m'intéressaient pour mon projet. Donc, c'était pas une étude doctorale spécifiquement littéraire, uniquement littéraire. Ça t'a permis de faire le lien entre tous ces différents champs. D'accord. Dans ta thèse, tu utilises une méthodologie inspirée du T5-5 et ça m'a interpellée parce que ça m'a rappelé les métaphores du tressage qui sont souvent utilisées dans le contexte des savoirs et pratiques des femmes du Pacifique. J'aurais voulu savoir si tu pouvais nous expliquer déjà ce qu'est le T5-5 pour les personnes qui peut-être ne sont pas familières et comment tu l'utilises dans tes travaux de recherche. Quels sont les liens que tu fais entre le T5-5 et la littérature? Ok, donc le T5-5, déjà j'aime beaucoup le fait que tu aies vu en fait la métaphore du tressage, parce que je trouve que c'est quelque chose d'essentiellement pacifique, océanien. Ça existe ailleurs, bien sûr, mais c'est parlant pour quelqu'un qui vient d'Océanie. Le Tifai-Fai, c'est un patchwork tahitien. Il est arrivé en Polynésie au milieu du 19e siècle, avec les missionnaires et notamment les épouses de missionnaires. Et c'est un objet qui a été mis à la sauce tahitienne, entre guillemets. Il a été approprié par les Polynésiennes et c'est un petit peu un objet métis. Il a un symbolisme qui est très fort aujourd'hui. On offre des tifai-fai dans des occasions spéciales pour un mariage, des naissances ou même l'entrée dans la vie d'adulte. Quand on a 18 ans, moi, ma mère m'a offert mon tifai-fai quand j'avais 18 ans et je l'ai aujourd'hui. Je blaguais souvent quand je parlais de mon projet doctoral lors des conférences parce que je disais qu'en fait, j'avais droit à 22 ou 23 kilos, comme tout le monde, pour un bagage en soute quand je suis venue m'installer en Nouvelle-Zélande. Et mon petit fei-fei, très très lourd, je crois qu'il doit faire presque 1 kilo à lui tout seul, mais je l'ai emmené quand même. Il fallait que je l'emmène, c'était trop important. Et que là, sur mon canapé chez moi à Wellington, en fait, il avait recréé mon environnement, la maison, quoi. Ça a porté la maison, ça m'a porté la famille. C'était très très important. Donc ça, c'est un objet qui est très, c'est culturellement très important. Je m'en suis servie comme j'ai créé une méthodologie à partir du Tifei-Fei pour étudier les livres de Célestine parce que il m'a semblé que ces livres étaient des Tifei-Fei, en fait, des Tifei-Fei littéraires. C'est des objets littéraires dans ce sens-là qui sont faits de plusieurs morceaux cousus ensemble. Et ce que je veux dire par morceaux, c'est en fait langue. Donc il y avait plusieurs langues. Ce sont des romans plurilingues. Il y a 4 langues à l'intérieur des romans de Célestine. Donc l'anglais évidemment qui est la langue principale, mais il y a aussi des occurrences de français, de tahitien et du vernaculaire local qui est un mix en fait du français et d'autres langues locales de Polynésie comme le Hakka et le tahitien et aussi des langues Pomotu. Donc en fait le parallèle il s'est vite imposé pour moi. Les livres de Célestine ce sont des tifai-fai littéraires. Il y a énormément de points communs d'ailleurs entre le patchwork et la littérature, pas que dans la littérature polynésienne mais de manière générale. Il y en a trop pour que j'en parle maintenant. Disons que je voyais en fait cet assemblage de langues et de cultures qui était vraiment très soigneusement assemblé par l'autrice. La base du Tifai-Fai, c'est un tissu unicolore, d'accord ? Ça sert de support à l'ensemble de la création et dessus on va venir coudre le design. Et bien en fait dans les romans de Célestine, la base c'est l'anglais. C'est une langue qui est presque neutre, je dirais, ou alors elle est adaptée par l'autrice pour correspondre, pour soutenir sa production linguistique. Mais finalement le design culturel il est rendu par les autres langues qui sont les langues natales de Célestine, le français, le tahitien et le vernaculaire local. Et finalement, l'anglais, en fait, il sert de base pour mettre en avant la culture de Célestine, les cultures. Donc voilà. Merci Manouya de nous avoir expliqué. Il m'a fallu du temps pour comprendre en fait que l'anglais que Célestine utilise déjà, c'est pas un anglais standard, c'est son anglais à elle. Que d'autre part, il est assez neutre et qu'il a en plus permis à Célestine de briser des barrières linguistiques coloniales qui existent à travers les langues, à travers l'usage du français, rien que ça, puisqu'elle a réussi à ramener ses langues natales, donc français, tahitien et le parler local, sur un terrain neutre.
Donc, elle a pu les mettre à égalité. Voilà. Merci de nous l'avoir bien expliqué. Et en plus, pour ceux et celles qui lisent en anglais, ta thèse, elle est disponible en ligne. Et j'ai remarqué que même dans ta thèse, en tout cas dans le plan de ta thèse, les titres des différentes sections de ta thèse correspondent en fait au processus d'assemblage du T55. Donc, c'est super intéressant et très imagé, du coup, de penser au roman de Célestine Vaïté comme ça, mais aussi à la recherche de cette manière. Oui, j'ai vraiment utilisé ma méthodologie jusqu'au bout en recréant mon propre T-Fei-Fei doctoral. Ma thèse est un T-Fei-Fei aussi. C'est comme ça, en tout cas, que je l'ai visualisé. C'est comme ça que j'ai entrepris ma recherche du début à la fin. En tout cas, c'est réussi. Merci. Et tout à l'heure, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que tout à l'heure, tu disais que la littérature de Célestine Vaïté était connue pour être féministe. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Pas vraiment. Désolée, c'est un peu décevant, mais je pense que oui, je vois pourquoi c'est une littérature féministe. Je vois pourquoi c'est ce qu'on dit de ces romans. C'est pas ce que j'ai gardé personnellement ou que j'ai vraiment saisi, on va dire, au premier abord. Ces romans sont effectivement sans aucun doute féministes. Il s'agit d'une femme qui travaille, qui mène sa barque et sa famille, et en plus elle va briser le cercle de problèmes sociaux dans lesquels étaient enfermées sa maman et sa grand-mère avant elle. Donc elle va rien que de se marier et de se légitimer, puisque en fait ce personnage Materina avait un papa blanc qui ne l'a pas reconnu parce que sa maman à elle ne s'était pas mariée, son papa était retourné en métropole. Elle va récupérer sa légitimité, donc elle va le faire pour ces femmes-là avant elle qui l'ont pas eu. Donc oui, c'est un roman féministe. Il y a aussi beaucoup de choses. C'est la parole des femmes finalement qui font avancer les histoires, parce qu'il y en a plusieurs, mais c'est tellement plus que ça aussi, les romans de Célestine. Il y a tellement de choses que j'ai beaucoup de mal à m'arrêter sur un seul point. Oui, voilà. Donc c'est pour ça, si les gens parlent ou peuvent lire l'anglais, ça c'est vraiment bien de pouvoir. Nous, on mettra un lien à ta thèse si c'est ok sur notre page Facebook, que les gens puissent aller lire d'eux-mêmes, parce qu'on peut parler vraiment que une toute petite partie d'un très long travail que tu as fait sur cette littérature-là. C'était 3 ans de recherche. Oui, c'est long. Dans ces recherches, tu montres aussi que les livres de Célestine Vaïté sont de la littérature anticoloniale. Est-ce que tu peux nous parler de la littérature anticoloniale dans le contexte de Maui Nui, ainsi que des thèmes anticoloniaux que tu as observés et analysés dans ta thèse? Oui, bien sûr. Combien de temps on a? Donc, la littérature anticoloniale Maui Nui, il y a eu plusieurs vagues, à mon sens. Donc, une première vague qui était une littérature de protestation qui coïncidait avec ce qui se passait dans le reste du Pacifique dans les années 1960 et début 70, à savoir la vague de décolonisation et le souhait des populations autochtones de revitaliser leur culture. En Polynésie, on va avoir des auteurs comme Henri Hiro, Turora Apto, Charles Manudari ou Flora Aurima de Vatim. Ce sont vraiment eux qui vont lancer la littérature autochtone en Polynésie. Et en plus, avec les essais nucléaires en Polynésie, il y avait des reflets et je dirais une solidarité qui s'est écrite avec les auteurs et les autrices du reste du Pacifique, même du Pacifique anglophone. Et on peut aussi penser à Dewey Gorodé en Nouvelle-Calédonie, qui a écrit là-dessus. Donc, c'était vraiment une littérature axée sur la protestation. Ensuite, il y a une deuxième vague en Polynésie qui était un peu plus féminine. Là, on va voir arriver Raya Mai, qui s'appelait aussi Raiches, elle a publié sous ce nom-là aussi, Louise Pelter, Chantal Spitz, des grandes figures de la littérature polynésienne. C'est dans ce courant-là qu'est arrivée Célestine Vaïté avec notamment Tita Wapeu. Et là, la littérature va prendre une forme un peu plus émancipatrice. On va plutôt chercher à retrouver sa culture, son identité. Encore une fois, ça correspond à l'époque. Voilà, donc ça, c'est pour une vision globale de la littérature anticoloniale en Polynésie. Je pense qu'on arrive dans une troisième vague maintenant. Ça c'est en tout cas mon approche personnelle, mon opinion personnelle. C'est un peu encore tôt pour déceler des tendances.
Ça va être intéressant, je pense, de découvrir les prochains écrivains et écrivaines polynésiennes, ce qu'ils feront. Voilà. Dans le cadre de ma thèse, le thème anticolonial, la façon dont Célestine l'a traité, c'était encore une fois très complexe. Et je l'ai approché du point de vue linguistique. C'est par les langues que Célestine a décoloniser son texte. Comme je disais tout à l'heure, déjà, la première chose, c'est qu'elle a utilisé l'anglais comme première langue, comme support, comme soutien ou comme base de son tifeifei littéraire. Ça lui a permis d'échapper quelque part à un problème auquel les auteurs et les autrices de Polynésie sont confrontés, ou même dans le Pacifique ailleurs, c'est-à-dire le choix entre écrire dans la langue du colonisateur, qui est le français pour la Polynésie et la Calédonie, et Wallis et Futuna, bien sûr, ou alors écrire dans la langue autochtone, qui présente l'avantage d'être en plein dans sa culture mais aussi le désavantage de restreindre son lectorat. Et Chantal Spitz a sa propre manière d'aborder cette décolonisation de la langue en utilisant le français. C'est vraiment, si vous pouvez lire son roman, ses romans, parce qu'il y en a plusieurs, mais je pense particulièrement à L'île des rêves écrasés, qui est un pionnier. Elle est pionnière dans la littérature polynésienne. Elle se joue de la langue française. Elle la connaît très bien, puisqu'en plus elle était enseignante. Elle manipule la langue française pour en faire ce qu'elle veut. C'est très bien fait. C'est pas du tout l'approche que Célestine a eue, elle, dans ses romans, puisque comme je disais, elle a plutôt utilisé une langue étrangère à la Polynésie pour pouvoir éviter que ses propres langues natales et d'origine s'entrechoquent. Elle les a ramenées sur un point d'égalité, donc il y avait plus de tension, cette tension entre le français et le tahitien, par exemple. Vous voyez, c'est une des façons qu'a eu Célestine de décoloniser son texte, sa littérature, ses romans. Merci Manoya. Donc on va terminer cette première partie d'entretien du coup sur ce thème de décoloniser le texte par la langue. Donc merci de nous avoir rejoints et vous pourrez retrouver le deuxième épisode sur le site internet Ilienne du Pacifique dans l'édition dans 2 semaines. Merci Anaïs Douang-Pedika, merci Manoya Heinrich pour cette première partie d'interview dans laquelle Manoya Heinrich nous a partagé son parcours, ses recherches sur la trilogie de romans écrite par l'autrice maori Célestine Itiuravaite qu'elle explore dans sa thèse de doctorat intitulée L'écriture multilingue de l'autrice tahitienne Célestine Itiuravaite, un tifeifei littéraire de l'envers. Retrouvez la seconde partie de cette interview dans 15 jours, toujours sur les ondes de Radio Jido, le canal K. À très bientôt pour une nouvelle pause décoloniale. Te ao mai rā, te anua anua.
Olive. If this is a story about our islands, it is a story for the whole world.